Donc bonjour à tous, bienvenue à cette troisième séance des webinaires sur les couverts végétaux. J'espère que vous m'entendez tous bien. Alors, quelques règles d'utilisation de l'outil pour commencer. Donc, on vous demandera de couper vos micros et vos caméras pendant les interventions. Et pour poser les questions, vous pouvez appuyer en fait sur la bulle de conversation qui est soit en haut de votre écran, soit au milieu de votre écran. Ça vous ouvrira une fenêtre de chat où vous pourrez poser vos questions à l'écrit. On aura 5 minutes après chaque intervention pour répondre à vos questions, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On laissera aussi quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions à l'oral à la fin de chaque intervention. Donc ce webinaire, il est enregistré pour être ensuite rediffusé sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Donc la Chambre d'agriculture, elle réalise cette année une série de webinaires sur les couverts végétaux. On a déjà réalisé 2 webinaires, donc un le 18 mai qui portait sur les couverts d'été, comment les choisir et comment les implanter, et le 15 septembre, il y a à peu près un mois, sur les couverts d'hiver, donc après les cultures de printemps et d'été. Et le sujet était le même, donc quelles espèces choisir, comment et pourquoi les implanter. Donc ces 2 premiers webinaires, ils sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Si vous allez sur YouTube, dans la barre de recherche, vous pouvez taper Café Kranzel des couverts végétaux, Chambre d'agriculture, et vous devriez tomber dessus directement. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la destruction et la valorisation des couverts végétaux, donc la prochaine étape. Ce sera un webinaire qui sera donc également enregistré et qui sera aussi diffusé sur la chaîne YouTube de la Chambre. Et donc pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, donc on va chercher à savoir comment détruire les couverts végétaux et comment les valoriser. Et on aura donc 4 interventions. La première portera sur les effets des couverts sur les sols, notamment sur la fertilité des sols, par Christophe Barbeau. Ensuite, David Kramer nous parlera de comment détruire son couvert, quels outils utiliser. François Alves nous présentera quelques résultats d'essais de destruction des couverts, avec notamment une approche sur l'impact technico-économique des couverts, de la destruction tardive ou précoce des couverts sur les maïs. Et enfin, on aura une petite démonstration de la méthode Merci sur des couverts alsaciens par Philippe Oswald. Donc, avant que je laisse la parole à mes collègues, je vous fais un petit point rapide sur la réglementation. Donc, on a choisi de faire le webinaire à cette date pour pouvoir vous faire un petit rappel pour la directive nitrate. Donc, les couverts qui sont implantés donc, après les cultures d'hiver, donc qui sont implantés pendant l'été, il faut se rappeler que donc, ils doivent rester au minimum 2 mois et ne pas être détruits avant le 15 octobre dans les zones vulnérables ou avant le 1er novembre dans les zones renforcées. Par ailleurs, la destruction chimique est interdite, sauf dans certains cas particuliers comme les systèmes en technique culturelle simplifiée ou certaines cultures maraîchères, ou si vous avez fait une demande particulière à la DRAF. Pour les cultures de maïs et de tournesol, il n'y a pas d'obligation d'implanter un couvert. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de broyer finement les cannes et d'enfuir les résidus ensuite dans les 15 jours suivant la récolte. Donc encore une fois, sauf cas particulier pour des systèmes par exemple en semi-direct ou en technique culturelle simplifiée. Donc je vais laisser la place à mon collègue Christophe Barbeau pour la première intervention sur les effets découverts sur les sols. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, donc bonjour, Christophe Barbeau. Je vous présente, je vais vous parler faire des rappels et vous parler de l'évolution des couverts dans le sol et la fertilité organique du sol. Donc, bien comprendre que dans le sol, toute matière organique qui est amenée à s'y décomposer a des évolutions à des échelles différentes. Donc, on parle de minéralisation primaire et minéralisation secondaire. Donc dans les quelques jours ou les quelques semaines qui suivent l'enfouissement des matières, avec le sol, on a une décomposition, par les micro-organismes, minéralisation primaire et si ces matières organiques évoluent et sont, dégradées, de certaines façons, on peut avoir 3 évolutions, une humification, c'est-à-dire une création de carbone stable par héritage,
la matière organique est plus récalcitrante et plus difficile à décomposer, par exemple la lignine, et on a, des produits peu transformés qui viennent se lier aux argiles, à la matière organique et au complexe du sol. Soit, on a une minéralisation par insolubilisation, donc on a certains éléments dans le sol, des composés phénoliques, mais ça peut être aussi des métaux, qui vont, rendre, la matière organique, plus insoluble et plus difficilement disponible. Et la 3e voie de création de carbone stable, c'est la néosynthèse ou, la création d'humines microbiennes. Donc, là, on a la voie microbienne où, des différents micro-organismes, vont, digérer et recomposer, ces matières organiques. J'ai mis aussi une photo de prairies et d'un bovin parce que, naturellement, on peut avoir une boucle vertueuse aussi dans la création de carbone stable, si on a beaucoup de production, par une prairie et beaucoup de, digestion et rumination et d'éjection, par des ruminants. Un autre élément qui va aussi beaucoup jouer sur, la valorisation et l'incorporation des plantes dans le sol, c'est bien la quantité de racines et d'exploration, racinaire et de libération de sucre et autres composés, organiques dans le sol par les plantes. Donc si vos couverts végétaux ont eu le temps de fabriquer de la racine et de distribuer, différents éléments dans le sol et faire de plein de fines racines, ça vous fait, une bonne valorisation, supplémentaire, pour le sol. Je recite à ce sujet, l'atlas sur les racines qui existe chez nos collègues allemands et à chaque fois que vous pouvez faire de l'observation directe du sol, de façon test bêche par exemple ou profil 3D, ça peut être une excellente occasion d'observer toute cette quantité de racines qui sont, à terme, redistribuées dans le sol. Ce sont des éléments qui vont jouer sur la biomasse de microbes, sur, l'azote potentiellement stocké et minéralisable et sur la matière organique dite labile et ce sont des éléments, qui, vont jouer sur la fertilité biologique et le moteur biologique, de façon globale. Pour créer du carbone stable et des substances, dits humiques dans le sol, il y a différents processus possibles. Je souhaitais aujourd'hui, réinsister sur le fait que, le compostage de surface, c'est-à-dire la dégradation de résidus végétaux par des micro-organismes ou des ferments, heu, contribue à un bon stockage, voire même à une meilleure valorisation de ces couverts végétaux dans le sol. Il existe d'autres voies que je ne vais pas détailler ici, mais, sachez que, les effluents d'élevage, l'apport de compost ou la diversité des plantes, peuvent jouer à la création d'humus ou de carbone stable dans la durée et c'est bien, la fertilité organique qu'on souhaite booster, avec ces plantes. Ce compostage de surface, il est à faire vraiment en surface, c'est-à-dire on intègre les résidus végétaux dans les premiers centimètres du sol pour qu'il puisse y avoir une décomposition et une valorisation aérobie, du mélange. Hem Différents acteurs sont à l'œuvre, alors que ce soit des bactéries lactiques, des bactéries, type fixateur d'azote, des azotobactères ou, des champignons unicellulaires comme les levures ou des mycorhizes, associées aux racines ou même des actinomycètes. Tous ces éléments, microbiens vont contribuer à une digestion lente et aérobie et anaérobie des matières organiques, dans la chaîne trophique du sol. Alors évidemment, dans les situations de sol très travaillées, on a, une action qui est plus réduite. On peut essayer de suivre ces processus de compostage, par l'évolution, des matières dans le sol, soit en suivant, l'odeur, qu'elles ont, dans le temps, en suivant la couleur ou la structure du sol et en essayant de regarder, les processus dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 phases. La première phase, c'est on détruit mécaniquement, on broie et on mélange avec le sol, c'est la phase mécanique. La deuxième phase, c'est j'ai une décomposition, putréfaction bactérienne et mon sol, dégrade et donc cette deuxième phase dure quelques jours et la troisième phase qui dure, on va dire, 1 à 2 semaines, est une phase de recomposition par, les micro-organismes autres que les bactéries dans le sol, et cette phase est importante, parce qu'elle affecte, si elle n'est pas atteinte, elle affecte le pouvoir de germination des plantes ou de la culture suivante. Donc les matières organiques qui se dégradent dans le sol, ne doivent pas être en phase de putréfaction quand on arrive au semis ou à la germination des plantes, suivantes.
Pour pouvoir faire ce compostage de surface, il faut éviter, tout problème de tassement, de lissage ou de création de zones, de putréfaction anaérobie. Pour ce faire, il faut éviter, de plaquer les matières organiques, profondément dans le sol. Il faut éviter de travailler en conditions trop humides. Pour le compostage de surface, souvent on utilise, un fraisage, avec, matériel qui tourne pas trop vite, et avec des couteaux, qui vont, éviter le lissage des mottes. Et avec un dégagement, arrière de la machine qui laisse, reposer, enfin, projeter et reposer, le mélange débris végétaux et terre et surtout pas, retasser le tout. Le but, c'est de ne pas faire un ensilage de matière organique, profondément dans le sol, parce qu'à ce moment-là, on a de la putréfaction et pas de création de carbone stable utile pour le sol. Les couverts végétaux, ils sont mieux en action sur le sol s'ils ont beaucoup de racines. Pour faire de la racine, il faut que ces couverts végétaux aient poussé un certain nombre de jours et il faut que ces couverts végétaux aient poussé des jours à durée du jour long. L'offre de lumière et la durée de croissance des couverts contribuent à la forte croissance de la partie souterraine des couverts végétaux. Souvent, on oublie cette part souterraine des couverts végétaux, mais elle a une forte action sur le sol et sur, l'activité biologique du sol. Évidemment, les couverts qui ont été semés en été et qui ont pu pousser en été avec des jours à durée longue, fabriqueront, des racines en quantité plus importante. Maintenant, je vais vous parler, des couverts végétaux d'une expérimentation qu'on a menée il y a quelques années où on a voulu comparer des légumineuses et des plantes non légumineuses dans une collection de plantes, engrais verts, couverts végétaux. Donc on avait conduit un essai à Mundelsheim, avec une 25 espèces, implantées, à la fin juillet et au début du mois d'août, hem, après un blé, qui avait donné un rendement de 90 quintaux, sur une implantation donc précoce où on avait bien réussi, il avait plu, au mois de septembre et au mois d'octobre et donc on avait réussi à faire une découverte d'une certaine quantité de biomasse. Donc on était entre grosso modo 3 et 6 tonnes, 6 tonnes et demie de matière sèche, avec, l'azote absorbé, qui était, plus important, sur les mélanges à base de légumineuses avec la lentille, la gesse, la vesse, par exemple, puisqu'on atteignait plus de 3 d'azote dans les parties aériennes et donc de l'azote absorbé par les parties aériennes qui, dans la moitié de l'essai, dépassait les 80 unités d'azote dans les couverts végétaux. L'année suivante, c'est la photo qui est en bas, toute la parcelle, enfin tout l'essai, la moitié de la parcelle a été conduite, avec l'autorisation de l'agriculteur en témoin zéro azote minéral et donc sur la photo, on voit, les différents carrés qui étaient soit vert sombre, soit vert intermédiaire, soit de la couleur verte plus claire, sur un maïs qui avait été semé le 22 avril, en zéro azote minéral. Et la photo a été prise, le 15 juin. Évidemment, les couverts où il y avait des légumineuses, c'était, un vert un peu plus soutenu et celles où il y avait beaucoup de paille ou beaucoup de carbone, c'était, plus décoloré. L'année donc du maïs conduit en zéro azote, on a fait, mesurer l'azote absorbé par ces maïs et on a fait mesurer, la biomasse tige-feuille de maïs produite, tige-feuille épi, hem et on a comparé ça, au sol nu, donc blé d'hiver plus sol nu, c'est l'avant-dernière ligne du tableau. On a comparé ça à la conduite, de l'agriculteur qui avait mis une fumure de 140 unités d'azote et selon les couverts, on pouvait avoir en écart, d'azote absorbé par rapport aux témoins, soit des chiffres négatifs, c'est-à-dire une fin d'azote, là où on a eu beaucoup de carbone absorbé, hem des là où il y avait beaucoup de légumineuses et beaucoup d'azote, produit par le couvert végétal, exemple, blé d'hiver plus veste ou blé d'hiver, plus, fenugrec par exemple, on a eu, des quantités d'azote fournies, beaucoup plus que le témoin. Donc ces sols ont fourni dans le témoin un peu plus de 150 unités d'azote. Sur le meilleur des couverts, on a eu jusqu'à 324 unités d'azote absorbées par le maïs. C'était un blé suivi d'un couvert de veste de printemps, où on a fait en plante entière 24 tonnes de matière sèche, soit l'équivalent de 140 quintaux.
on va dire, comparé au témoin qui n'a fait que 16,6 tonnes de matière sèche, un blé déchaumé sans couverts végétaux, où le maïs a fait une centaine de quintaux cette année-là. Vous avez les coordonnées de l'essai si vous voulez retrouver sur internet les résultats détaillés. Ce qu'on voit quand même en comparant tous ces couverts végétaux, c'est que dès qu'il y avait de la légumineuse dans le mélange, dès qu'il n'y avait pas trop de paille produite par les couverts, on avait beaucoup plus d'azote produit et absorbé par le maïs témoin zéro azote. Donc c'est bien les légumineuses qui apportaient beaucoup d'azote à cette culture de printemps qui était le maïs. À côté, on avait une variante surfertilisée sur quelques dizaines de mètres carrés où on avait apporté 200 unités d'azote total minéral pour bien s'assurer que l'azote n'était pas limitant. Ce qui va jouer aussi enfin, on a vu dans cet essai que ce qui a joué aussi, dans la restitution d'azote à la culture, c'est, le stade de la plante. Donc par exemple, ici, on avait 2 types de facélie. Une facélie, seméto qui avait poussé plus tôt que l'autre, qui a fait 20 tonnes enfin, qui a fait un certain rendement avec une matière sèche à 20, comparé à une facélie qui, avait seulement 10 de matière sèche et un rapport carbone sur azote plus faible. Donc d'un côté, à gauche, on avait, une plante plutôt ligneuse et à droite, une plante plutôt riche en eau et en azote. Donc ça s'est vu dans l'azote absorbé, par le maïs et sa valorisation, de l'azote sur la culture. De façon générale, tous les résidus végétaux qui sont restitués, au sol, pour dégradation, vont avoir un impact. Alors, cet impact fait que on va restituer de l'azote à la culture suivante. C'est souvent le cas sur des couverts végétaux avec des C sur N inférieurs à 20, heu et où on va créer une fin d'azote. C'est souvent le cas sur des végétaux qui, ont un C sur N supérieur à 20 ou 25, avec par exemple des pailles d'avoine, qui sont très riches en carbone, où on peut avoir, des fins d'azote, vérifiées sur plusieurs essais, sur des maïs l'année suivante. Il te reste 2 Donc minutes, Christophe. j'ai quasiment, terminé. Donc encore 2 dias, pour vous montrer que le taux de minéralisation en pourcentage de cet azote piégé, il va être fonction du rapport carbone sur azote du couvert, quand on le détruit et quand on l'incorpore. Donc c'est sûr que s'il est à 10 ou inférieur à 10, on va récupérer la moitié ou plus de la moitié de l'azote, immobilisé par le couvert. Par contre, si on a beaucoup de carbone et on a des rapports C sur N supérieurs à 20 ou 30, on n'aura qu'une faible proportion, de redistribution d'azote sur la culture suivante. Donc sur, un réseau l'an dernier, en 2021, dans le cadre de l'opération Interreg Cricetus pour le hamster, on a testé, 19 parcelles avec des couverts végétaux. Donc, avec des couverts végétaux qui ont produit, ben, soit peu de matière sèche, soit beaucoup. Donc ça pouvait aller de 1 à 2 tonnes de matière sèche jusqu'à 5 à 6 tonnes. Ici, dans cet exemple, les couverts qui ont le plus produit avaient produit 5 à 6 tonnes, et ces couverts végétaux avait absorbé, pas mal d'azote. On a pu suivre sur ces couverts végétaux le C sur N des couverts, donc ça s'est allé de 7-8 de C sur N jusqu'à des 25, de C sur N, et évidemment, plus les couverts a poussé un nombre de jours important, plus le C sur N, le stade de la plante et le C sur N étaient plutôt, plus élevés. Donc, par exemple, dans le couvert dont on voit la photo, qui est l'un des meilleurs couverts qu'on avait réussi avec beaucoup de biomasse, on obtenait un C sur N de presque 15, 14,7. On avait une quantité d'azote restituable de 40 de l'azote absorbé par les couverts, ce qui faisait ici, dans ce cas de figure, jusqu'à 73 unités d'azote. Sur le réseau des 19 parcelles, on avait quand même en médiane jusqu'à 28 unités d'azote restituables sur la culture de printemps qui suivait. Par contre, ce qui interroge, c'est le C sur N du sol. Quand on a fait les analyses de terre, on a trouvé des C sur N du sol qui allaient de 7 jusqu'à presque 10,5, avec des teneurs en matière organique dans le sol qui allaient de 1,8 jusqu'à 3,4. Donc, ça nous montre quand même que les sols ont tendance à beaucoup plus minéraliser avec toutes les pratiques agricoles et à peu capitaliser de matière organique stable sur le long terme.
sachant que là, c'était le réseau Cricetus, c'est plutôt sur des limons profonds calcaires, type Leuce. Et dans ces sols-là, la teneur souhaitable dans le sol est, pour ces limons, à 20 d'argile, ce serait au-dessus de 3. Donc voilà, le C sur N, c'est à suivre à la fois pour les couverts, mais aussi pour les sols. Et tout à l'heure, sur la 4e partie de cet exposé, on vous reparlera de ces mesures de biomasse et de ces C sur N à prendre en compte et des quantités d'éléments minéraux valorisables, dans la partie où on parlera de l'outil. Merci. Voilà, ben, je vous remercie et puis, je passe la parole pour le sujet, suivant. Merci beaucoup Christophe. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, alors que ce soit dans le chat ou là on a quelques minutes. Si certains veulent poser leurs questions à l'oral, vous pouvez allumer vos micros et poser les questions directement. Sinon, on passera à la prochaine intervention. Donc s'il y a pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à les poser, si vous en avez dans le chat et on va passer à l'intervention de David Kremer. Merci. Bonjour tout le monde, petit problème technique, maintenant c'est bon. Donc moi je vais vous parler de la destruction des couverts végétaux. Donc une technique qui a résonné dès qu'on choisit finalement ces espèces, son mélange d'espèces avant l'implantation. Un peu en préambule, en introduction, donc par la destruction, on va chercher un compromis finalement entre un développement optimal du couvert végétal, donc pour piéger les nitrates, couvrir le sol, activer la vie biologique, hein, que Christophe l'a décrit déjà tout à l'heure, mais également éviter que le couvert ne pénalise la culture suivante par un assèchement, par prélèvement de matières fertilisantes, par des repousses, etc. Donc, lorsqu'on fait une destruction trop précoce, la biomasse produite, elle est en général peu importante. Les restitutions NPK assez limitées pour la culture suivante. Et au niveau de la protection par rapport à l'érosion des sols au printemps, on a un impact qui est très, très faible. Et par contre, en destruction tardive, donc du coup, on risque là, par contre, d'assécher le sol et du coup, avoir une pénalisation pour la culture suivante qui n'a pas assez d'humidité pour lever. Alors, de manière générale, un couvert lignifié avec un C sur N supérieur à 20, on a une mobilisation importante d'azote pour la dégradation du couvert. Et donc, c'est les risques de fin d'azote dont Christophe parlait. Et donc, vous voyez la photo dans la parcelle de maïs, quoi. Alors, les objectifs qu'on va se fixer par rapport à nos couverts, c'est viser au moins 3 tonnes de matière sèche par hectare. Sachant qu'en fonction du C sur N qu'on a, on va plutôt s'orienter vers un effet azote, donc si le C sur N il est inférieur à 20, et plutôt vers un effet humus si on a des C sur N supérieurs à 20. Et par contre, il faut également faire attention aux conditions de portance et d'humidité du sol au moment de la destruction pour ne pas faire de tassement ni de lissage avec les outils. Alors, on va voir en fonction du type d'outil utilisé, c'est plus ou moins sensible, mais c'est des paramètres à prendre en compte, quoi. Par rapport les délais de destruction entre, le délai entre la destruction du couvert et l'implantation de la culture principale suivante sera différent, un peu différent en fonction du type de couvert. Il faut savoir que les graminées, de manière générale, il faudrait plutôt détruire 1 mois avant l'implantation de la culture suivante. Le fait de broyer, si on a des couverts assez développés, ça permettra d'accentuer la dégradation et d'avoir une dégradation plus rapide. Crucifères, c'est idem, hein, c'est une destruction 1 mois avant l'implantation de la culture suivante. Et par contre, pour les légumineuses, là, quelques jours avant le semis, une destruction très proche du semis peut être envisagée, avec moins de problèmes que pour les graminées et les crucifères. Donc, quels outils choisir? Donc, je vais vous décrire les principaux outils.
à savoir la charrue, ou les charrues, on va dire, les différents types de rouleaux, le broyeur, les outils animés, par exemple une herse rotative, ou un rotovateur, on va y revenir, et tout ce qui est déchômeur à dents et déchômeur à disque indépendant. On a exclu, alors autre type d'outil qui fonctionnerait, c'est le cover crop, mais c'est des outils qui sont très peu répandus chez nous, donc on a choisi de l'exclure de la présentation. Donc, du coup, c'est des fiches de synthèse qui avaient été réalisées par nos collègues d'Ecuma. Donc le premier outil, on va dire le plus polyvalent et celui qui est encore le plus présent au sein des fermes, donc la charrue. Cet outil-là présente l'avantage de pouvoir réaliser un enfouissement total pour des couverts qui sont peu développés ou gelés. En même temps, la charrue permet la préparation, l'implantation de la culture suivante et est globalement efficace sur toutes les espèces. Vous verrez tout à l'heure pour les autres outils, ça sera moins le cas. Là où c'est principalement problématique, c'est pour tout ce qui est graminées, de manière générale, les céréales, quoi, hein. Ça, c'est des choses qui sont assez compliquées à détruire avec la plupart des outils. La charrue y arrive bien, on verra tout à l'heure les déchômeurs à disque indépendant également, mais avec peut-être plusieurs passages, quoi. Alors, point négatif, bon, la charrue, c'est très énergivore, c'est un coût élevé, un temps de travail important à l'hectare. Le risque aussi, Christophe en parlait également tout à l'heure, c'est d'enfuir une quantité importante, si c'est des couverts développés qui ne seraient pas broyés ou roulés précédemment, d'enfuir des quantités importantes en fond de labour et donc d'avoir des choses qui vont se dégrader, mais pas de la manière dont on le souhaite. Du coup, c'est pour cette raison qui a marqué également que c'est limité sur couverts développés et bien sûr adapté uniquement en itinéraire labour, sachant que les gens qui sont en orientation non labour, TCS, mulching, voire semi-direct, on bannira ce type d'outil, bien entendu, quoi. Alors, on peut également atteler un outil à l'avant, hein. Je parlais tout à l'heure du rouleau, le rouleau qui permettrait du coup de trancher le végétal et faciliter l'incorporation, sachant que, et ça a été dit, il vaudrait mieux détruire un peu de manière plus précoce le couvert et le faire, entre guillemets, composter en surface avant de l'intégrer au sol, quoi, hein. Et donc, il est intéressant d'enlever les rasettes pour éviter les plaquages en fond de grès et plutôt faire un labour sur le flanc, un labour dressé, quoi, hein. Donc c'est, donc, comme je disais, un outil assez efficace sur des couverts peu développés, hein, inférieurs à 30 centimètres. Et du coup, dès qu'on dépasse les 30 centimètres sans aucune action préalable, c'est un peu plus délicat. Ça se fait, mais avec un résultat qui est loin d'être optimal, quoi. Deuxième type d'outil, et là on change de manière très importante le coût de revient, hein. On est autour de 12 € de l'hectare, comparé aux 60 de la charrue. Les rouleaux. Donc principalement des rouleaux lourds type Cambridge ou des rouleaux FACA qui sont vraiment adaptés à la destruction, avec du coup des débits de chantier importants. On va pouvoir rouler assez vite. Pas de travail du sol, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de détruire sans incorporer, ici c'est possible avec ce type d'outil. Et donc il est très très bien adapté à tous les itinéraires techniques, que ce soit des situations labour ou des situations en simplifié. Avec une bonne qualité de destruction en un seul passage, sachant que c'est de plus en plus efficace. Enfin, il faut que le couvert soit bien développé, quoi, hein. Et de préférence, une intervention au sol gelé permettra du coup d'avoir vraiment une efficacité optimale, quoi, hein. Et on parlait tout à l'heure de destruction difficile pour les graminées et certaines autres espèces qui ne sont pas très très hautes en développement. Ben, on le retrouve ici, hein, les rouleaux, pour ce qui est graminées, céréales, raies gras, trèfle incarnat également. C'est très très peu efficace, quoi, hein. Voilà. On souligne aussi l'importance de travailler en conditions bien ressuyées. Bon, c'est vrai pour tous les outils, hein, même si certains outils, comme la charrue par exemple, en surface, on ne verrait pas forcément les dégâts d'une intervention en conditions non ressuyées. Mais là, c'est important avec les rouleaux, quoi, hein. Troisième type d'outil, le broyeur. Donc, on est sur un coût de revient intermédiaire, j'ai envie de dire, d'une quarantaine d'euros à l'hectare. Donc, recommandé avec s'il y a une biomasse importante qui dépasse 2 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et si derrière, on cherche à enfouir, hein, du coup, le broyeur permet de réduire en fractions beaucoup plus fines avant une incorporation au sol, quoi, hein. Ça répartit également de manière homogène les résidus de couvert.
Par contre, du coup, un point négatif soulevé, c'est le coût élevé car un passage supplémentaire est nécessaire. Un second outil est passé du coup pour enfuir superficiellement les résidus. Le temps de travail relativement important et du coup, l'absence d'efficacité sur les graminées et les crucifères. Et donc, à la condition de réussite, on ressouligne du coup le fait de broyer 2 à 3 jours avant l'incorporation, que ce soit labour ou déchômage, quoi. Et distinction entre les broyeurs à axe verticaux et les broyeurs à axe horizontaux. Le broyeur à axe vertical, souvent, c'est des machines plus larges qui ont des débits de chantier plus importants. Par contre, le broyeur à axe horizontal fera un broyage plus fin. Et là, par rapport à l'état de développement du couvert, ça a la même efficacité qu'on se situe sur un couvert peu développé ou un couvert bien développé supérieur à 50 cm. Autre type d'outils, les outils animés, type herse rotative ou rotovator, un coût de revient autour de 45 €. Un outil polyvalent, parce que là, on fait le broyage et l'incorporation en une seule fois. On prépare le sol, on travaille le sol pour la culture suivante, et on a en règle générale une bonne qualité de destruction avec un seul passage. Bon, par contre, qui dit outil animé dit consommation de carburant accru, coût de destruction élevé, un débit de chantier beaucoup plus faible. Pareil, ça pêche également pour les graminées et ça nécessite un sol ressuyé et un couvert pas trop développé pour éviter de créer des semelles. On parlait tout à l'heure dans l'intervention de Christophe de rotovator, d'avoir la nécessité d'avoir des couteaux avec un certain angle pour éviter le lissage. C'est tout à fait ça. Il faut être prudent, travailler dans des conditions ressuyées, travailler à la bonne vitesse avec un outil bien réglé. C'est assez important, quoi. Par contre, c'est un outil qui fonctionne relativement bien sur l'ensemble des couverts, à l'exception peut-être toutefois de tout ce qui est radis, que ce soit du radis fourragé ou du radis chinois, où là, l'efficacité est moindre. On rentre sur la catégorie des déchômeurs. Donc, à gauche, les déchômeurs à dents. Donc, on est sur en moyenne à 36 € par hectare, coût de revient. Outils polyvalents, déchômage, travail du sol en profondeur. Donc, c'est vrai que c'est sur les nouvelles catégories de déchômeurs avec un grand dégagement, 3 rangées de dents, les disques et le rouleau. On est sur des outils polyvalents qui peuvent travailler de quelques centimètres à quasiment 20-25 cm de profondeur, avec possibilité de changer également les socs, des socs droits, des socs à ailettes. On peut faire plein de choses avec ces outils-là. Par contre, un point négatif, c'est si on a des couverts très développés, on peut avoir des risques de bourrage, justement sous le bâti. J'insistais sur le fait qu'il faut un dégagement sous le bâti relativement important. Peu efficace également pour la destruction des graminées, avec en général beaucoup de relevés. Sur couvert développé, non broyé, enfui directement, c'est pareil. On a aussi des soucis à ce niveau-là. Et bon, ça, c'est vrai, j'allais dire, pour tous les outils, la nécessité d'avoir un sol bien essuyé. Donc, et du coup, on utilisera pour une opération de destruction de couverts plutôt des socs avec des pas de doigts pour faire un scalpage, quoi. Tandis que si on est sur un couvert déjà broyé, là, on pourra passer sur des socs droits pour un enfouissement plus profond. En efficacité, vous voyez en bas dans le tableau, c'est une efficacité plutôt moyenne sur l'ensemble des couverts avec une très très bonne efficacité sur la facilité. Et enfin, dernière catégorie d'outils, les déchômeurs à disque indépendants. Donc là, on est sur un coût de revient assez faible, 20-24 € par hectare. C'est des outils polyvalents qui broient et qui incorporent le couvert en un seul passage. Des débits de chantier élevés, on va travailler à minima à 10 km/h, parce que 10 km/h, c'est la vitesse minimale à atteindre pour bien casser les mottes, bien détruire le couvert. En dessous de 10 km/h, on risquera même d'avoir des problèmes de bourrage de l'outil, quoi. Par contre, c'est des engins, des machines qui peuvent très très vite avoir des soucis si on a des couverts très développés, avec des risques de bourrage, quoi. Et je disais tout à l'heure en intro, sur les graminées, ça pourra fonctionner, mais avec du coup peut-être 2 passages croisés, quoi. Après, on va privilégier également les déchômeurs qui sont équipés de grands diamètres de disques pour brasser des volumes plus importants et travailler à des profondeurs un peu plus importantes, quoi. Donc des disques en règle générale de plus de 600 mm feront bien l'affaire. Et qu'on est à 500, 550, c'est peut-être un peu juste, quoi. Et donc particulièrement efficace sur couvert peu développé, mais ça reste il y a une efficacité partielle sur des couverts entre 30 et 50 cm, quoi.
Et du coup, pour résumer, je vous ai remis un tableau d'Arvalis qui, du coup, comme vous pouvez télécharger la présentation, permettra de voir l'efficacité par rapport aux différents types de couverts et également en comparaison avec le gel, quoi, hein, les plages de sensibilité au gel de ces couverts-là, quoi, hein. Donc, comme dit, ce qu'on peut retenir, bon, alors les situations sans labour, on va s'abstenir d'utiliser la charrue, mais la charrue reste quand même l'outil le plus efficace pour détruire l'intégralité finalement des différents types de couverts. Après, derrière, avec les déchômeurs, on arrive à obtenir d'assez bons résultats avec les différents rouleaux également, sachant que ce qui pêche la plupart du temps, quand même, c'est les histoires de graminées et de céréales qui, elles, du coup, devront être gérées avec un peu plus de vigilance. Et c'est aussi au niveau du raisonnement des couverts à implanter qu'il faudra déjà voir ce qu'on fait en fonction du type d'outils également disponibles sur l'exploitation, quoi. Donc, moi, j'en ai fini pour ma partie, donc on peut prendre des questions ou alors y revenir en fin de webinaire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, David. Effectivement, on peut répondre à vos questions. Là, on a quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, soit par le chat, soit à l'oral directement. Si vous pouvez allumer vos microphones. Et sinon, on passe à la suite. C'est bon, t'as la main. Donc, s'il n'y a toujours pas de questions, donc on pourra toujours voir à la fin des présentations, comme l'a dit David. Et en attendant, on peut laisser la parole à François Alves qui va vous parler donc des résultats d'essai dans le Sungo. Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre avec la présentation de 2 résultats d'essai qui ont été menés dans le sud Alsace. Alors, on t'entend juste pas parler, François. Vous m'entendez là? Oui. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est Parfait. Pardon. Donc, je vous disais, on va poursuivre avec la présentation de 2 résultats d'essai qui ont été menés dans le sud Alsace sur le territoire du Sungo, qui ont été menés par 2 exploitants qui font partie du groupe Ferme 30 000 du Sungo, c'est-à-dire un groupe d'agriculteurs, d'une dizaine d'agriculteurs qui ont souhaité partager, échanger dans la mise en œuvre de leurs techniques menant vers l'agriculture de conservation des sols. Sachant que l'objectif de ces 2 essais est d'apporter des éléments de réponse à une question qu'on se pose tous, c'est y a-t-il une conséquence pour les cultures de printemps, et en l'occurrence le maïs, d'une destruction tardive de ces couverts. Le premier site a été mis en place sur la commune de Burnob-Cleo. En termes de type de sol, on est sur des limons acides et bâtons du Sungo, donc des sols qui ont un taux d'argile compris entre 15 et 30%, des limons qui ont tendance à se refermer très rapidement, à reprendre en masse. Ce sont des sols profonds avec une réserve utile de 120 à 160 mm. Donc, sur cet essai, on avait un couvert composé de 6 espèces, de la févrole, de la facélie, de la vesse, du trèfle, du tournesol et du lin. C'est un semis qui a été réalisé le 5 août 2019. Semis réalisé à une densité de semis de 45 kg/hectare, semis au combiné après passage d'un déchômeur à dents. Et moi, François, est-ce que tu vois la barre là qui est en bas de ton écran? Est-ce que tu peux appuyer sur masquer? Voilà. Pardon. Parfait, merci. Pardon. Du coup, sur cet essai, nous avons réalisé des pesées de biomasse qui ont été faites à l'entrée de l'hiver, avant les premiers gels, pour s'affranchir d'éventuels effets du gel sur cette estimation de la biomasse. Donc, on procède toujours de la même façon avec 3 répétitions. Vous pouvez le voir sur la photo de gauche, c'est un cadre d'1 mètre carré et on va couper, on va dire, tout ce qui dépasse de la surface du sol. Donc, sur ces 3 répétitions, on arrivait à un poids frais de 15 tonnes 29, sachant qu'on avait un taux de matière sèche de 17,7%, ce qui nous induisait une production de 2,7 tonnes de matière sèche hectare. David le disait au préalable, on va chercher à viser un objectif de 3 tonnes de matière sèche hectare. Là, je dirais qu'on y était. Donc, une bonne production de biomasse. L'essai qui a été mis en place, donc nous avions 2 modalités, dont une qui a été répétée. La modalité destruction précoce, qui a été réalisée par voie mécanique le 20 janvier, avec un outil à disque, le Syncroflex, à une profondeur de 7-10 cm. Je vous présenterai par la suite quelques photos des différents outils qui ont été utilisés dans le cadre de cet essai.
Par opposition, nous avions notre destruction plutôt tardive, 2 mois après, donc une destruction qui s'est réalisée le 20 mars 2020 par voie chimique, avec l'utilisation de 2 litres hectares de glyphosate et 1 litre hectare de chardol 6 ans, sachant que c'est un traitement qui a été réalisé dans de bonnes conditions. Vous savez, par rapport à l'efficacité de ces produits, notamment le chardol, il faut quand même un minimum de température. Et c'est ce qu'on avait lorsqu'on a pris la décision d'intervenir chimiquement le 20 mars pour assurer une bonne efficacité de ce traitement. Et nous avions notre répétition tout à droite, de nouveau une destruction précoce, donc qui a été réalisée par voie mécanique le 20 janvier, toujours avec l'outil Synchroflex. Mais malheureusement, dans cette modalité, nous avons eu pas mal de repousses de blé en sortie d'hiver, pas mal de développement d'adventices type mouron. C'est la raison pour laquelle l'exploitant agricole, lorsqu'il est intervenu pour réaliser la destruction tardive, a pris l'initiative de repasser également sur cette bande, sur laquelle une destruction précoce avait été réalisée. Il avait peur, je dirais, de prendre trop de risques par rapport à ces repousses de blé ou ce salissement sur la parcelle, sachant qu'on était sur des surfaces relativement importantes. Là-dessus, c'est greffé 2 modalités différentes de travail du sol. Nous sommes sur une parcelle qui est conduite historiquement en non-labour. On est dans un secteur sensible au phénomène de ruissellement, d'érosion des sols de limon, bâtons qui se reprennent en masse, qui se referment rapidement, où une croûte de bâton se forme très rapidement. C'est la raison pour laquelle l'agriculteur, sur un certain nombre de ces parcelles les plus sensibles, est passé dans ce type de technique depuis quelques années. Et son itinéraire, on va dire, conventionnel en non-labour, c'est le passage de l'ameublisseur Agricem à une profondeur de 15-18 cm et les herses rotatives à 4-5 cm avec une vitesse de rotation la plus faible possible. Tout ça est réalisé en un seul passage. À côté de ça, l'exploitant avait eu l'occasion d'avoir un outil en démonstration via son concessionnaire, à savoir le Prolander de Kuhn. Donc, du coup, on a fait une modalité également où la reprise du sol a été faite au Synchroflex, donc un deuxième passage. Premier passage pour détruire le couvert le 20 janvier, puis reprise, c'était le 9 avril au Synchroflex, préparation du lit de semences dans la foulée et semis le 10 avril, préparation du lit de semences avec le Prolander. Et nous avons les mêmes modalités dans la destruction tardive. La destruction précoce, il n'y avait que l'itinéraire de l'exploitant agricole, ameublisseur Agricem, suivi du passage de herses rotatives. Quelques photos des outils. L'ameublisseur Agricem, donc comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet d'ameublir le sol en profondeur, une action de fissuration pour favoriser l'infiltration. Il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de mélange, de retournement des différents horizons du sol. On a simplement, vous voyez, c'est des lames étroites, fines, en forme de T, qui provoquent comme un effet vague dans le sol. On soulève, on repose le sol et avec une fissuration à la verticale. La destruction mécanique, je vous disais, elle a été faite avec cet outil, le Synchroflex Franquet. Donc, c'est un outil à disque qui permet de travailler sur une profondeur superficielle. On va être entre 5 et 10 cm. L'intervention, comme vous pouvez le voir sur la photo du milieu, c'est faite en phase de gel. On devait être entre -2 et -4 lorsque l'exploitant passait cet outil. Donc, de bonnes conditions pour assurer une bonne efficacité du travail. Et sur la photo en bas à droite, vous voyez la partie de droite, c'est la modalité où le couvert n'avait pas encore été détruit. Et la partie de gauche, destruction après passage du Synchroflex. Le Prolander, donc là, je vous disais, c'était une opportunité de l'exploitant agricole, donc un outil à dents vibrantes, 3-4 rangées dedans, qui permet, je dirais, de faire soit du déchômage très superficiel, soit de la préparation du lit de semences. C'est dans ce cadre qu'il a été utilisé sur cet essai. Ça permet également de faire des faux semis. Un outil assez polyvalent et qui peut être intéressant lorsqu'on se lance dans les techniques de travail du sol sans labour. Quelques photos avant de vous présenter l'aspect productivité. Donc, des photos qui ont été prises le 8 avril de la modalité destruction chimique. On voit sur la photo de droite, vous voyez la kangou. Dans toute la partie gauche, il y a une destruction mécanique, puis une destruction chimique. C'est la partie où on a eu un développement important de repousse de blé, de mouron durant l'hiver. La partie de droite, uniquement une destruction chimique. Donc, je répète, avec les 2 litres hectares de glypho et 1 litre de chardol 600. La modalité destruction mécanique, donc vous voyez là, c'est la bande que l'on a conservée où il y avait eu tout de même quelques repousses de blé, développement de mouron, mais on n'a pas considéré que ça devait être préjudiciable pour l'implantation du maïs suivant. Donc on a maintenu. La modalité destruction mécanique, donc passage du Synchroflex le 20 janvier à 7-10 cm, suivi d'une destruction chimique pour éliminer tout ce qui est repousse et mou. Au niveau du rendement, donc le maïs
a été semé le 10 avril 2020 à raison de 95 000 pieds hectares, la variété P9234. Si l'on compare les modalités qui ont été travaillées avec l'ameublisseur Agricem et la herse rotative, lorsque l'on compare la modalité destruction précoce mécanique et la modalité destruction chimique, vous voyez qu'au niveau des rendements, c'est tout à fait semblant. C'est une récolte manuelle. Hein. Concrètement, on fait 4 répétitions. Chaque répétition fait 10 mètres linéaires. On passe tout ça dans un petit logiciel qui ne nous a pas permis de mettre en évidence de différences statistiques. Ce qui veut dire que les 124, 125,9 quintaux, on va considérer que c'est le même ordre de grandeur. Les modalités où le travail du sol, la reprise et la préparation du lit de semence a été faite avec l'outil Syncroflex puis le Prolander, là pareil, hein, destruction mécanique, bâtonnet vert, on est à 129,9, destruction chimique tardive, bâtonnet bleu, on est à 129,5. Donc là également, que ce soit une destruction précoce ou une destruction tardive, on n'a observé aucun impact sur la productivité du maïs qui suivait. Pas également de différence significative au niveau des humidités du maïs. Je vous présente un deuxième essai qui a été mené toujours dans le Sungo sur la commune d'Aspac-le-Bas. Donc c'est les sols similaires à Burnopt, hein, toujours des sols limoneux, bâtons, avec l'argile entre 15, on va dire 30%. Vous avez des photos de l'état du couvert à l'entrée de l'hiver. C'est un semis du 10 août. Également plusieurs espèces. Avoine, 15 kg hectare, de la vesse, 10 kg hectare, du pois à 25 kg hectare. L'implantation, donc ça s'est fait l'épandeur en engrais, 2-3 semaines avant la moisson du blé. Et ensuite, une fois que le blé a été moissonné, il y a eu un passage d'échauffement à disque. 2 modalités. Une destruction précoce qui s'est faite fin janvier par labour, cette fois, et une destruction tardive qui s'est faite fin mars, donc avec un déchômeur à disque indépendant, le Rubin. Également quelques photos. Donc, vous voyez la modalité qui a été labourée, donc destruction de fin janvier, où vous constatez déjà qu'il y a une prise en masse, une fermeture du sol à la surface, hein, ce qui est caractéristique, typique dans ces types de sols. C'est la raison pour laquelle, dans la mesure du possible, on essaie de labourer un petit peu plus tard qu'à l'habitude, on va dire, pour éviter que les pluies hivernales, peu qu'on ait un hiver pluvieux ou qu'on ait pas mal de neige, ne fassent qu'on ait une reprise en masse du sol en sortie d'hiver avec des difficultés, une nécessité parfois de réouvrir toute la structure. La photo de droite, c'était simplement pour illustrer, et ça, je ne vous en ai pas touché un mot, mais c'était également important, on a observé la même chose dans l'essai à Burnopt, c'est à partir du moment où on maintient un couvert vivant en place et qu'on met un petit coup de bêche, dans la modalité où il y a le couvert vivant en place et la modalité où on a détruit le couvert 2 mois avant, on constate une sacrée différence en termes de structure, dans le sens où Christophe le disait dans son premier exposé, le fait de maintenir une culture en place, le fait qu'il y ait des racines, ça permet d'avoir un effet très important sur l'aspect structure du sol. Maintien d'une bonne structure, une structure grumeleuse, ouverte, poreuse, qui va être favorable à tout ce qui est infiltration. Tout ça grâce justement à ces racines qui sont présentes et à l'activité microbiologique du sol. Destruction fin mars avec le Rubin, donc modalité de gauche, ça commence à se fermer. Labour de fin janvier, à droite, passage tout récent du Rubin. Au niveau de la productivité, là également des répétitions manuelles, donc 4 répétitions dans chacune des 2 modalités. Et comme vous pouvez le constater, tout comme l'essai d'avant, que la destruction soit précoce, fin janvier, ou une destruction plus tardive, fin mars, je dirais au niveau de la productivité, il n'y a pas eu d'impact. 106,7, 108,7, c'est la même chose. Hein. Il ne faut pas voir les 2 quintaux d'écart. Hein. Statistiquement, il n'y a aucune différence. C'était un semis un petit peu plus tardif que dans le cadre de l'essai d'avant, 17 avril, 92 000 pieds hectares. Les conclusions qu'on peut tirer sur ces 2 essais, c'est d'une part, c'est que la destruction tardive du couvert n'a pas impacté la productivité du maïs. La destruction mécanique superficielle peut parfois ne pas être suffisante. Ça a été le cas sur l'essai de Burnopt, hein. Un déchômage très superficiel, on répète, à 7-10 cm, où on a eu des repousses et surtout quelques adventices et des couverts qui sont repartis. Donc, il faudra être vigilant. Et un gros intérêt de maintenir un couvert le plus longtemps possible sur la structure du sol, en maintenant une bonne structure, notamment dans ces types de sols qui sont très sensibles et qui peuvent se refermer sous l'impact de la pluviométrie qui peut être importante. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Merci beaucoup, François. Et toujours pas de questions dans le chat, donc je propose qu'on continue et qu'on voit à la fin de la dernière intervention s'il y a des questions.
qui sont prévus. Ah, il y a une question d'Olivier Rapp. Quel coût de destruction pour ces différents itinéraires? Je pense que ça s'adresse à François. Oui, alors les coûts de destruction, on était sur une destruction chimique ou une destruction mécanique. C'est un essai qui a été mis en place il y a 2 ans. Il n'y avait pas eu l'augmentation des prix qu'on connaît à l'heure actuelle, même pour le glypho, même pour le chardol. On va être sur des coûts de destruction qui étaient sensiblement du même ordre de grandeur, hein. En comptant le coût du passage du pulvé, le coût des produits, on devait être dans les 30-35 euros par hectare sur, on va dire, sur les deux modalités, quoi. Merci. Donc, je te laisse la main, Philippe, pour la dernière intervention. Ok. Donc moi, je vais vous parler de la méthode Merci, qui est une méthode de simulation sur des couverts d'interculture, donc avec une petite démonstration aussi pour voir les résultats qu'on a eus sur des couverts alsaciens. Oui. Alors, c'est une méthode, la méthode Merci, c'est une méthode qui a été développée au départ par une chambre d'agriculture, donc en Poitou-Charentes, pour la version 1. Puis ensuite, en version 2, il y a eu une association avec d'autres chambres d'agriculture, avec Arvalis, avec l'INRAE et une école d'agronomie de Bordeaux. Le but de la méthode, c'est d'arriver à estimer les éléments minéraux captés et restituables par les cultures intermédiaires, mais de manière simple, à partir d'observations de terrain faciles à faire, et sans devoir faire d'analyse de laboratoire. Souvent, c'est ça qui est compliqué pour des agriculteurs ou qui coûte un peu cher. Donc là, l'idée, c'était d'essayer d'avoir une méthode que n'importe qui, n'importe quel agriculteur puisse éventuellement réaliser lui-même, et pour pouvoir aussi estimer l'économie d'intrants possible en évaluant de manière la plus précise possible la restitution des éléments minéraux provenant des couverts, donc la restitution pour les cultures suivantes. Alors, la méthode, elle est relativement simple. Elle ressemble à ce qui a été fait sur sur des essais, hein. Donc, on estime la biomasse produite au champ. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire des prélèvements au champ. Tout ça, c'est intégré dans une base de données qui est disponible. Enfin, l'outil est disponible en ligne sur Internet. Et donc, le résultat, c'est un ensemble d'indicateurs qui sont conçus pour aider les agriculteurs à faire leurs choix et à comprendre un peu la manière dont se passe la restitution pour les couverts suivants, le stockage aussi du carbone dans le sol, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc, elle est valable pour de très nombreux couverts, puisqu'elle est basée sur beaucoup de références d'essais des chambres d'agriculture et des instituts techniques. Tout ça a été compilé, et donc c'est gratuit, c'est en accès libre sur Internet. Donc la méthode a été construite à partir de données au champ, avec des références réelles de plein d'essais, je viens de le dire avant, et aussi à partir de simulations pour calculer les restitutions aux cultures suivantes. Donc il y a des modèles de simulation donc, qui prennent en compte le sol, le climat, basé sur des moyennes, mais le climat local, le plus local possible. Du coup, le modèle va calculer tout un tas d'indicateurs qui figurent sur le petit graphique. Donc, à partir de la matière fraîche qui est prélevée, donc il va estimer la matière sèche aérienne, et donc à partir de là, calculer la valeur fourragère des couverts, les UFL, l'équivalent en énergie d'un kilo d'orge, la matière azotée, le rendement énergie pour éventuellement, si on veut méthaniser le couvert, la quantité totale d'azote, phosphore, potasse, magnésium restitué, le stockage du carbone dans le sol, et ensuite, donc, il y a une autre partie plutôt sur l'azote. Donc, à partir de la matière aérienne découverte, donc, le modèle va calculer la matière sèche racinaire, qui est quand même plus difficile à estimer, puisque en pratique, c'est assez difficile. Donc, c'est basé vraiment sur des références plus scientifiques. Et donc, la quantité d'azote des racines plus la partie aérienne va être estimée à partir du prélèvement
réelle, et puis ensuite calculer à partir des équations la partie restituée aux cultures suivantes. Je vais vous passer une petite vidéo qui dure 3 minutes, qui explique en pratique comment on fait pour avoir les données d'entrée. Donc c'est des prélèvements au champ, hein, des couverts, de manière relativement simple. Là, oui. Forcément. Pour réaliser un prélèvement en bonnes conditions, il faut venir un jour où il fait beau. Il ne faut plus qu'il y ait de rosée ou de pluie sur les feuilles, sinon vous allez peser de l'eau. Il faut choisir un endroit qui est assez homogène sur la parcelle. Si votre parcelle est hétérogène, on vous laisse le choix de faire un prélèvement, 2 prélèvements, 3 prélèvements. Vous avez aussi la possibilité de tout mettre dans le même sac, à ce moment-là, il faudra bien repérer la surface que vous avez prélevée, ou de faire une pesée sur chaque prélèvement que vous avez fait. Vous aurez ainsi une estimation de l'hétérogénéité de votre parcelle. Donc on pose le quadrat, je définis très bien le quadrat. Donc là je suis en train d'identifier parfaitement la zone à prélever, donc ici 1 mètre carré. Donc là voilà, j'ai posé ma placette, j'ai délimité mon mètre carré sur une partie qui me semble intéressante de la parcelle, assez représentatif. Et là je vais préparer aussi mes petits sacs. Donc je vais prélever toutes les espèces et mettre une espèce par sac. Donc ça va me faciliter après la pesée par la suite. J'ai juste prévu un sac supplémentaire parce que j'ai repéré qu'il y a 2-3 repousses et c'est intéressant aussi de prélever ça, de prélever ces repousses qui font partie du couvert. Donc on est parti, on prélève à ras du sol. Donc avec mon sécateur. Donc là j'ai la févrole. Alors le plus souvent, moi je prélève, j'essaye de prélever pour pas me casser la tête, espèce par espèce, hein, si c'est possible. Donc là j'ai que de la moutarde. Ça me permet d'aller un peu plus vite. La facélie. Alors en triant au mieux. Donc bien sûr, à chaque fois qu'on va prélever, on va venir couper à ras du sol. Donc en prenant, évitant de prendre de la terre, mais vraiment à ras du sol. Parmi toutes les espèces, celle qui pose parfois un peu problème, c'est le radis. Donc le radis, ce fameux radis fourragé là, qui nous fait une grosse carotte. Donc là aussi, on prélève à ras du sol, c'est-à-dire qu'on va prélever une partie de la racine. Cette mesure, ainsi que le tri dès le prélèvement, prend environ 15 minutes. Hop là. Donc voilà, là j'ai fini ma mesure. Donc il ne me reste plus après qu'à prendre mes 4 sacs, mes 5 sacs ici, parce que j'ai un sac de repousse, et d'aller peser individuellement tous mes sacs, et ainsi d'avoir en grammes la quantité sur cette surface-là qui fait 1 mètre carré. Après le prélèvement, donc il suffit de peser nos différentes espèces. Donc pour peser, on va utiliser une balance quand on est sur le terrain. On va utiliser aussi donc, des pesons. Donc là, j'ai 2 types de pesons et le peson donc, qui a une précision à 10 grammes près. Donc je vais enregistrer toutes mes mesures donc, sur cette petite feuille de prélèvement. Donc là, c'est un exemple de feuille de prélèvement. C'est disponible sur le site Merci, où j'ai déjà, moi, référencé mes différentes espèces. Donc on va peser espèce par espèce. On n'oubliera pas à la fin de retirer le poids du sac pour avoir vraiment le poids de chaque couvert. Donc là, par exemple, pour la févrole, j'arrive à 2,680 kg. Ensuite, je pèse la veste. J'arrive à 210 grammes. Je pèse ensuite mes repousses. 50 grammes. Ma facélie. 410 grammes.
Et enfin, le dernier, la moutarde, 170 grammes. Alors, le travail au champ est maintenant terminé, donc il ne reste plus qu'à retourner au bureau et saisir ces valeurs-là dans l'application. Ok, du coup, je continue, je reprends. Du coup, on va faire donc à partir du prélèvement au champ. Donc ici, je vous montre l'exemple d'une parcelle qu'on a suivie l'année dernière à Dingsheim, dans le cadre du projet Interact Tricetus. Donc c'était un couvert composé, donc semé à 25 kg hectares le 1er août et détruit. Donc on est passé vers le 15 octobre, il a été détruit le fin octobre. Donc il y avait de l'avoine rude, de la veste commune, du trèfle d'Alexandrie et du tournesol. C'est un couvert assez classique. Donc l'aspect du couvert, c'était ça. C'était un couvert plutôt pas mal. Donc dans une année un peu particulière, puisque il a fait, les moissons étaient tard et il a fait relativement froid. Les couverts n'ont pas poussé très fort, mais c'était pas si mal. Donc ensuite, une fois que vous avez fait le prélèvement sur le terrain, donc, la méthode est accessible à l'adresse qui figure ici, donc méthode-merci.fr. Donc, on va se connecter. Je suppose que vous voyez mon écran. Donc ça, c'est la page principale. Donc le site est relativement simple, il y a des explications. Et ensuite, en haut à droite, il y a réalisé un calcul. Donc avec un petit formulaire. Donc on choisit données réelles, biomasse verte. On peut aussi faire avec de la biomasse sèche, mais ça veut dire qu'il faut passer toutes les espèces à l'étuve. On va choisir un nom pour la parcelle, puisqu'en fait, en créant un compte ici, donc c'est très simple, on peut se créer un compte qui permet d'enregistrer ensuite les résultats. Donc le nom de la parcelle, on va l'appeler du lieu dit. Donc c'était une parcelle qui était à Dingsheim, donc je choisis la commune de Dingsheim. La surface occupée par le couvert, donc il était présent il couvrait bien la parcelle. Sinon, éventuellement, si le couvert est très hétérogène, on peut réduire. Alors, à partir de la commune, donc, il me propose des types de sols qui sont adaptés à l'emplacement. Donc là, on était sur des limons profonds. Les résidus de la culture suivante étaient enfouis. Le couvert sera restitué au sol. Donc la date de levée, alors d'après l'agriculteur, c'était le 1er août 2021 et la date de mesure, c'était le 15 octobre 2021. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, on va renseigner les différentes espèces qu'on avait dans le couvert. Alors ici, par exemple, on avait de la vesse, commune de printemps. Et donc si on se recalque sur ce qui a été montré tout à l'heure, donc nous, à la Chambre d'agriculture, on a fait des prélèvements, on faisait 3 prélèvements par parcelle. Là, pour la démonstration, on va considérer qu'on en a fait un seul sur 1 mètre carré. Donc, veste commune, j'ajoute une espèce, donc il y avait du trèfle. On peut choisir si on connaît l'espèce, exactement l'espèce, ou sinon on peut choisir moyenne des trèfles. Donc ici, c'était du trèfle d'Alexandrie Tabor, il y en avait 330 grammes par mètre carré. Troisième espèce, de l'avoine rude. Donc on avait quatrième espèce, du tournesol. Donc celui-là, il a produit beaucoup de biomasse. On avait 1,9 kg. Et les fameuses repousses de blé, on en avait un petit peu aussi, 64 grammes. Voilà. Là j'ai saisi l'ensemble des observations sur la parcelle. Donc une fois que c'est fini, on peut faire calculer et on obtient les résultats en dessous. Alors comme résultat, donc, il
il nous estime la matière sèche aérienne, donc ici 4,2 tonnes à l'hectare, l'azote piégé total 95 kg à l'hectare, et ensuite il estime sur la base des modèles la restitution du couvert au sol, donc à la culture suivante. Ici 20 kg d'azote hectare, alors c'était un couvert relativement simple, qui est moyennement développé, on va dire. Donc 20 kg d'azote, 20 kg de phosphore, 100 kg de potassium, 105, du soufre, du magnésium. Et ensuite, il y a une petite frise qui présente la dynamique de minéralisation de l'azote, donc en fonction de la date de destruction, enfin la dynamique de minéralisation, donc qui permet après d'estimer quelle serait pour vous la meilleure date de destruction. Donc à 30 jours, il y aura 2 kg de minéralisé, à 60 jours 5 kg, à 90 jours 5 kg, etc. Et ensuite, il y a donc quelques informations sur la valeur fourragère, donc ici 0,87 UFL, et aussi une estimation du rendement pour la méthanisation, donc 950 mètres cubes voilà, de gaz. Et puis une contribution au stockage de carbone dans le sol, donc si le couvert est restitué au sol, donc ça permet de constituer 0,6 tonnes de carbone stable à l'hectare et rajouter 1 tonne à l'hectare de matière organique. Donc après, si vous avez créé un compte, vous pouvez enregistrer vos résultats. Voilà. Donc moi, j'avais créé précédemment un compte, mais c'est très simple. Et donc, on peut retourner après dans mon compte et retrouver les calculs qu'on avait fait précédemment. Donc ici, il y a la feuille que je viens de saisir. Voilà, je vais arrêter. Je vais revenir à ma présentation pour vous dire simplement, donc voilà, les agriculteurs qui le souhaitent peuvent faire eux-mêmes les prélèvements, avoir une estimation de la valeur de leur couvert. Donc ici, c'est les résultats qu'on a obtenus l'année dernière sur un réseau de 19 parcelles. Donc on voit les restitutions d'azote à la culture suivante en fonction de la biomasse produite, donc calculée à partir du modèle MERCI. Et donc voilà, la parcelle que je vous ai montrée doit être par là. Et sachant qu'effectivement, on en a eu certaines autres avec des couverts avec beaucoup plus d'espèces et qui ont produit plus de biomasse, donc qui arrivent à 35, 40, 45, 50 unités d'azote. Voilà, quand on sait actuellement le prix de l'unité d'azote qui tourne entre 2 et 3 euros, voilà, donc voilà, si on a des couverts qui en restituent 35 ou 40, bon, ça fait quand même déjà un petit peu d'économie possible. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. On a un peu dépassé le temps qu'on s'était prévu, mais c'était super intéressant. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou à l'oral directement. Et s'il n'y a pas de questions, on vous libère en fait, et on remercie surtout tous les intervenants pour leurs interventions super intéressantes, et on vous remercie également d'avoir été présents à ce webinaire. Et on espère vous voir pour les prochaines animations de la Chambre d'agriculture.